Bonjour à tous nos spectateurs et les abonnés de RP Média. Aujourd'hui, je reçois Sadio Morel Kanté dans une émission spéciale dédiée au premier tour de l'élection présidentielle malienne qui aura lieu dimanche prochain, le 29 juillet 2018. Avec Sadio, nous allons parler de beaucoup de thématiques liées à la campagne, aux candidats, au programme, au désir des Maliens, au désir de changement des Maliens. Bonjour Sadio. Bonjour Elijah Debla, Monsieur Bla, bonjour. Bonjour, Monsieur Debla. Monsieur Debla. Effectivement, ça me fait plaisir de te recevoir ici. On va se tutoyer. De même. Voilà, on ne pourra pas faire autrement. Et donc, aujourd'hui, on va parler du Mali. On va parler de l'élection présidentielle du Mali. Et le but de cette émission-là, c'est d'avoir ton analyse, ce que tu penses de ce que nous voyons tous par médias interposés. Comment tu vois, une première question, comment toi, Sadio, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui est au parfum de ce qui se passe en Afrique, comment tu vois cette élection malienne-là de 2018 avec 24 candidats? Ben, il y a plusieurs faisceaux, hein. Ça dépend de là où on se place, mais déjà, ce qui attire tout de suite, c'est de voir qu'il y a 24 candidats. Ce pléthore de candidatures, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Et ce qui me désole de plus en plus, c'est de voir que les Africains, ils dénoncent un système. Celui qui est en place, ils le dénoncent toujours. Mais au lieu de tout faire pour changer le système, tout le monde veut être candidat. Ce n'est pas être président qui change des choses, sinon ça se saurait. Depuis le temps qu'on a eu des nouveaux présidents, chaque 10 ans, chaque 30 ans pour d'autres pays ou chaque 20 ans, ça change. Il n'y a rien qui soit immuable dans ce domaine-là. On n'a pas vu que le chômage a baissé, on n'a pas vu que si c'est des pays qui pratiquent la torture, tant qu'il y a le même système, qu'il n'y aura plus de torture et tout ça. Donc, au lieu que les gens réfléchissent à comment éradiquer ce qui ne va pas pour imposer le développement, ils veulent toujours s'imposer comme candidat. Bah, justement, au Mali, on a parlé beaucoup de changements, on a parlé d'alternance, j'ai peu entendu alternative. Et effectivement, les gens veulent changer, mais apparemment, on a l'impression que les gens veulent juste prendre la place du chef du jour. Est-ce que c'est le même sentiment que tu as? Oui, parce que là, je sais pas, on va parler d'alternance à qui, pas à toi ni à moi. Ça fait 30 ans, les figures qu'on voit là, ce sont les figures d'il y a 30 ans, depuis la révolution malienne de 91-92. Ce sont les mêmes. Alors, comment il y a quelques nouveaux quand même, hein, oui, même si ce ne sont pas les... Oui, les quelques nouveaux là n'ont justement pas l'envergure à être président dans 2 semaines là. Bah justement, qu'est-ce que tu penses des candidats, des 24 candidats? Oui, Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot? C'est-à-dire déjà, quand on parle d'alternance, je vois plutôt marqué dans les sociologies africaines, cette sociologie, ce schéma social gérontocratique. Parce que quand je prends le cas du Mali, où on a 2 jeunes, la quarantaine à peu près, Moussa Mara, et de l'autre côté Rasbat, qui auraient pu être des candidats, apporter le nouveau souffle. Ils sont jeunes, ils ont beaucoup plus de temps et un peu plus d'énergie que les septagénaires qui sont les plus nombreux sur cet échiquier électoral-là. Pourquoi ils ne se sont pas mis devant? Et je trouve même que Mara, qui était candidat aux élections passées, qu'ils disent non, chez nous, quand l'aîné est là, le petit frère se met à l'infinitif. Non. Quand on lui a proposé d'être Premier ministre, il n'a pas fourni cet argument. Et de l'autre côté, Rasbat, qui est tout jeune, qui se met aussi à l'infinitif. Bon, pour lui, je pense que quand je l'ai interviewé, j'ai retenu qu'il voulait diriger le Mali par procuration au cas où Soumaïla passait. Parce que si Soumaïla qui est de la droite et que lui de la gauche, s'ils arrivent à avoir les mêmes programmes sur presque 120 points, ça veut dire qu'ils ont les mêmes visions, pourquoi ne pas aussi concurrencer en Mais à la base, pour parler de Rasbach, à la base, il n'était pas question de soutenir un candidat. À l'origine, le mouvement de Rasbach, le CDR, c'était d'enlever ceux qui ont toujours été là, comme tu l'as si bien dit. Oui, mais s'il n'a pas pu le faire, il aurait pu se positionner en tant que candidat. En tout cas, moi, il a dit, lorsque je l'ai interviewé voilà, dès le début, qu'il ne serait pas candidat. Voilà, mais il n'avait pas dit... se donner des moyens, au lieu de chercher parmi la pléthore de candidats,
qui qui était le plus proche de sa vision et ça collait à lui, et un septagénaire, je trouve qu'il y a un problème dans le schéma social du Malien. Est-ce que tu penses que c'est un échec le fait que Rasbach ait décidé de soutenir un candidat? Je pense que ça va baisser son envergure. Je pense qu'après, il n'aura plus rien à proposer aux Maliens. Donc tu penses que si le candidat qu'il a choisi, en l'occurrence Soumaïla Cissé, échoue, il fera son programme. Ce sera son oui, échec. Qu'il échoue ou pas, que Soumaïla Cissé soit président, il va exécuter en grande partie le programme de Rasbat. Après, ce n'est pas sûr. Bon, en tout cas, ils se sont entendus. Les deals pour aller gagner des élections n'ont rien à voir avec la réalité qui s'opère après les élections. Voilà. En tout cas, de toutes les Soumaïla Cissé... De toutes les façons, il revendique 15 sièges à l'Assemblée après lui. Ça veut dire qu'il est en train de se construire politiquement. Mais si déjà il gère ce pouvoir-là, si au cas où Soumaïla Cissé part, s'il gère par procuration ce pouvoir, ça veut dire qu'il donne son tout. Qu'est-ce qu'il aura après à proposer aux Maliens, étant tout jeune? Je crois que moi, c'est mon avis, je pense que c'était l'occasion pour être le nouveau souffle. Lui, Mara et peut-être bien d'autres, même ceux, il y en a qui n'ont pas été retenus, qui étaient des jeunes. Je pense que c'était le moment. Et de l'autre côté, c'est l'absence des femmes. Il y a une femme quand même. Oui, mais c'est une absence. Une femme sur 23, sur 24, non, il n'y a rien. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, il y a une femme qui avait voulu être candidate, elle a manqué d'argent, elle n'en a pas parlé, donc elle a été déboutée. Il y a, en 2007, je crois, il y a Aminata Sidibé Diallo, en tout cas une petite poulotte là, une cousine donc, qui s'était présentée. Elle a eu quelques petits pourcentages. Elle a été, non, pas Château. Aminata, son prénom c'est Aminata, c'est sûr. C'est pas Aminata Dramane Traoré en tout cas. Non, pas elle. C'est Sidibé Diallo, Madame Aminata. Voilà. Donc, elle était de la société civile, elle a eu un poste ministériel. Et c'est la limite. Celle qui aurait pu, qui ne l'a pas fait, j'en vois deux au Mali, c'est Aminata Dramane Traoré, qui a pourtant une base réelle dans le monde paysan. Elle a accompagné le mouvement Via Campuchina avec les José Bové et les Hugo Chavez et tout ça. Donc, elle a une base paysanne. Et j'en vois trois. Aminata Bari, qui avait le mouvement paysan, qui faisait les contre-sommets des riches, là, des pays les plus riches au monde. Et Oumou Bari, qui était à la tête de plus de 2000 ONG de femmes. Bon, je ne sais pas pourquoi ces femmes ont préféré se mettre à l'infinitif plutôt peut-être qu'elles ne pouvaient pas. Et est-ce que tu penses qu'en politique, il y a une différence entre la femme et l'homme? Oh oui, chez nous déjà, je dirais chez vous au Mali, il y a déjà des problèmes de caste qui se posent. Hein. Vous avez vu que pour que Seydou Badian, Kouyaté, veuille être candidat en 97, il a dû reprendre son nom d'origine, changer de nominatif de nom, pour pouvoir effacer le Kouyaté et être ce qu'il était. Parce que moi, de mon enfance, il m'a toujours dit que son nom de famille, le vrai, c'est Traoré. Est-ce que tu vois, c'est le concours de circonstances qui ont fait qu'il est devenu Kouyaté. Quand on en arrive à là, pour cette figure emblématique de la politique malienne, ça veut dire qu'il y a des entraves. Alors, donc, pour les femmes, si on n'a pas accepté Seydou Badian Kouyaté, je précise, ça va être plus compliqué pour une femme. C'est sûr, c'est la sociologie, c'est-à-dire la figure de la femme majuscule dans ces sociétés à majorité musulmane, c'est une figure maternelle à la maison. On va revenir au programme des candidats. Quand tu écoutes par-ci, par-là, qu'est-ce qui ressort de ces programmes? Rien de différent. Il n'y a que des nuances, il n'y a pas de différence. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand déjà on voit un socialiste, donc Rastabat, et un libéral, Soumaïla Cissé, avoir 119 points en commun sur les 140 à peu près de Soumaïla, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, les programmes chez nous, c'est il y a manque d'eau, il y a manque de route, il faut ceci. C'est-à-dire, les problèmes sont les mêmes. On ne peut pas, qu'on soit libéral, socialiste ou tout ce qu'on veut. Mais en même temps, excuse-moi, je n'ai jamais cru vraiment à ce clivage libéral, droite-gauche en Afrique. En Afrique, ils le disent, ils se prétendent, voilà, mais la réalité... Là où il n'y a pas de revenu minimum, voilà, on ne peut pas se permettre de scinder comme ça. S'ils parlent de libéralisme tel qu'on le voit, c'est-à-dire des gens qui se débrouillent d'abord par eux-mêmes, donc même la diaspora, la diaspora malienne peut être considérée
considérée comme une force économique libérale qui contribue pourtant grandement. Il y a le secteur informel qui est très développé. Les chiffres 2003, par exemple, que j'ai au Mali sur l'employabilité, c'était 39 000 fonctionnaires maliens. 39 000 fonctionnaires. Donc, c'est rien sur, à l'époque, les 12 millions que constituaient les Maliens, c'est rien, 39 000 salariés maliens fonctionnaires. C'est ce que je disais en off avant de commencer l'émission. Les canaux de transmission économique ne permettent pas, vu les niveaux de salaire au Mali, que 39 000 personnes fassent suffisamment d'activités pour nourrir 12 millions d'habitants. Voilà. Bon, heureusement qu'il y a le secteur informel, justement. Les gens sont très axés sur l'agriculture, l'élevage, la pêche, les petits voyages, le petit commerce, et puis tous ces commerçants foisonnants qu'on trouve sur les marchés du Mali, qui nourrissent, bon an, mal an, leur famille. Très bien. Donc, tu dis que tu ne vois pas de différence, il y a plutôt des nuances entre les différents programmes des candidats. Qu'en est-il de la population malienne? Quels sont les éléments, les besoins que réclame la population malienne? Je crois que le Mali, les populations africaines en général, n'expriment pas leurs besoins parce qu'ils sont déçus de la chose politique. Chaque année, il y a, chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 15 ans, il y a un changement, mais leur vie, en quoi ça change? Rien. Donc ça fait que les périodes de campagne électorale sont devenues des moments où chacun fait son petit business. J'adhère à tel parce que je peux avoir un t-shirt ou avoir 100 000 francs pour gérer une partie de la population ou des soutiens de la personne. C'est-à-dire, c'est des espaces de business, pas de construction politique réelle en tant que telle. La chose politique au Mali, c'est pour l'élite qui, une fois cette période passée, néglige cette même population qui le ressent et l'exprime par rapport au taux de non-participation qu'on voit quand les gens restent chez eux, ou le faible taux de participation. Je crois qu'au Mali, depuis de 92 à 2013, ça virevoltait entre 14 et 15%, pas plus. Après, il y a eu une situation exceptionnelle en 2013, qui a fait que le vote du IBK, c'était un vote... en fait, il y avait une période, il y avait cette junte qui s'était imposée. Il y avait d'autre part l'invasion qu'on a vue au nord. Donc le patriotisme, c'était un vote patriotique plutôt qu'un vote de soutien à l'homme IBK ou à son programme ou à son parti. Et dans la campagne proprement parlée, quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'ORTM, qui est le média d'État aujourd'hui, qui est pris en otage en quelque sorte, en tout cas c'est ce qui ressort des propos des Maliens, est-ce que les candidats partent sur le même pied d'égalité en termes de couverture de leur activité de campagne, en termes de couverture de leurs propositions? Alors moi, ce que j'ai vu en juin, qui a conduit du moins aux manifestations sanglantes du mois de juin, c'est nouveau, parce que nous, quand on était jeunes journalistes au Mali, on créait même ces espaces-là, des associations de journalistes. Je me rappelle, c'était avec Ibrahim Famara, regretté Ibrahim Famara, on avait organisé de donner la parole à égalité à tous les candidats. Et il y avait 5 minutes pour tous les candidats. Mais il y a souvent une confusion que les candidats exploitent et que les populations ne savent pas. Le président sortant a un programme. Il est en période de montrer également son bilan. Donc, où qu'il parte, ça devient plus intense pendant ce temps-là, mais ce n'est pas illégal. Ce n'est pas du tout illégal qu'il utilise son temps d'antenne légal pour ses activités. Ça va paraître comme un surplus pour lui, alors que pendant le temps d'égal accès aux médias, ils sont tous à 5 minutes chacun, que ce soit en langue locale ou en français. On leur donne le même temps. C'est ce temps-là, en période électorale, qui compte. Pas ce que le président, qui est en cours de mandat encore, profite de faire. C'est vrai, il en profite de faire des activités, de montrer ce qu'il est en train de faire encore. Oui, mais quand le président utilise toutes les activités dues à son rang de chef d'État comme des activités de campagne, c'est là où il y a des équilibres. Et c'est ce qui se passe au Mali depuis plus d'une année. Quand par exemple le président... il paye le billet du Hajj, il paye le billet du pèlerinage à la Mecque à 300 personnes et qu'il présente ça en grande pompe
à moins d'un an de la présidentielle, oui, ça oui. pose quand même Bah, un problème c'est vrai, d'équité. ça fait que non, la gestion de IBK, c'est vrai qu'il a eu énormément de difficultés par rapport à la crise qu'on a vue qui existait avant son arrivée. Mais en plus, IBK, je crois que il a accompagné la corruption, hein. C'est-à-dire pendant l'ère IBK, jamais le Mali n'a été aussi visiblement corruptif. Jamais. Tout le monde le dira. Je n'ai pas vécu en tant que tel IBK au Mali. Depuis qu'il est au pouvoir, j'ai passé juste 6 mois. J'étais de passage comme j'étais chassé du Congo. Oui, je rappelle que Sadio a été chassé du Congo par Mon Sassou propre pays, Nguesso. voilà. Alors donc, en transit, parce qu'après je suis allée aux États-Unis et je suis arrivée ici. J'ai passé 6 mois, mais c'était 6 mois du grand n'importe quoi. Pourtant, il y a un vérificateur général qui est là, Qui était là qui et chaque déjà année fait un rapport dans lequel il y a de nouveaux milliardaires, mais il n'y en a aucun qui a part en été prison. embêté. Il n'y a pas eu Oui, de mais ça, procès. c'était déjà depuis La prison, l'époque. c'est autre chose, mais il n'y a pas de Il n'y procès. a pas de procès, il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. Moi, je me rappelle déjà, depuis l'ère IBK, il y avait la ministre de la Santé qui avait fait disparaître 1,5 milliard quand même. Quand on a enlevé de là, elle était dans le premier cercle du président, hein, conseiller du président à Koulouba. Lorsqu'on venait, on l'a trouvé là. Il y a eu une fois, rapport 2002 ou 2003, je crois, où le ministre des Mines de l'époque a acheté pour 13 millions, et il y avait 12 millions de Maliens, 13 millions de thé et de sucre Ahmed aux Diagne Maliens. Séméga. Diagne Je l'ai Séméga. reçu en interview, il m'a Voilà. dit que Voilà. ce Donc, n'est pas lui, si quelqu'un l'a fait dans son département, oui, ce n'est pas mais lui. attends, le rapport ne s'est pas fait dans son dos, en son absence, hein. C'était en une journée, le 31 décembre, 13 millions de thé et de sucre pour, je crois que chaque Malien a dû boire en boire un peu. un franc de thé de sucre. Voilà donc. Et ça, depuis cette ère-là, il n'y a pas eu de sanctions, ça a continué. IBK, et de plus en plus, hein, les chefs d'État africains, quand ils viennent, au lieu de combattre la corruption, ils s'en approprient d'ailleurs. Ils en font un outil de Oui, d'adhésion des maintien. gens, de maintien de pouvoir, et IBK a su l'utiliser. Mais vraiment de façon avec inédite. l'omniprésence de son fils, hein, Karim Keïta. Ah oui, et Karim qui est d'une générosité extraordinaire. Alors pour être généreux à ce point, il faut se donner les moyens. Je ne pense pas qu'avec tout ce qu'il a comme affaires et tout ça, ça peut lui permettre d'injecter dans le social autant d'argent. Je l'ai vu faire, je ne le dis pas pour spéculer, j'ai vu Karim agir, il a un cœur très généreux. Or, mais avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Voilà, de l'argent qu'il obtiendrait de manière douteuse. Et comment tu perçois la jeunesse malienne à travers les réseaux sociaux, les agissements de la jeunesse malienne sur les réseaux sociaux? Elle n'a pas de maîtrise des réseaux sociaux, d'abord. Hein, parce que c'est agir impulsivement, il n'y a pas beaucoup d'analyse. Les gens agissent au feeling. Hein. Or, pour faire une bonne analyse politique de la situation de son pays, il faut être outillé. C'est quoi? C'est d'abord comprendre la sociologie de son pays. Il y a une analyse sociologique, juridique, administrative, politique. Ces gens n'ont pas le temps, n'ont même pas été formés pour faire. Parce que quand on a vu comment l'école du Mali a été dégradée, autant avant, on acceptait qu'il y ait... C'est-à-dire quand on a vu la qualité de... Quand le Mali n'avait que 39% d'inscrits à l'école et qui... Si au bout, il n'y avait que 5% qui sortaient, il y avait 5% de qualité. Hein. Mais là, tout le monde, on ne permet plus aux gens de redoubler, on veut plaire, je ne sais pas, aux Nations Unies, au donnent de l'argent pour l'école. Voilà, pour l'école, on veut leur plaire. Et ça fait que le niveau a baissé d'une telle façon quand on entend même la qualité du français du malien. Après le PAC, le malien avait un français extraordinaire. Mais aujourd'hui... de l'enfance, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent le français et de moins en moins, un monde ouvert aussi. Aujourd'hui, on vit dans un monde ouvert, on a une fenêtre sur tout le monde, donc on voit ce que les autres jeunesses font. Les réseaux sociaux, c'est... D'abord, moi, à l'avènement des réseaux sociaux, quand j'allais dans les cyber, les Maliens y allaient beaucoup plus, les jeunes, pour voir les films porno, c'était dérangeant, plutôt que de s'instruire.
alors qu'il y a beaucoup de capacités, on peut se ressourcer, on peut se construire. C'est vrai que moi, à l'époque, quand Internet est arrivé au Mali, j'étais au Mali, il y avait un seul cybercafé, je peux citer le nom, c'était Spider. C'était à l'hippodrome. J'allais là-bas tous les jours. C'était clean. Et après, quand j'ai quitté le Mali, j'ai entendu parler des cybercafés porno. C'est-à-dire que les gens allaient juste. Donc, ils se sont éduqués comme ça. Ils se sont éduqués comme ça ensuite, de fin des années 90. Mark Zuckerberg a mis des compteurs sur Facebook, sur les vidéos, et ça a déclenché tout le reste. Tout le monde est devenu star. Les gens ne contrôlent plus ce qu'ils disent. On peut dénigrer les gens. C'est-à-dire que dans l'état du Mali aujourd'hui... Et les gens, c'est-à-dire, si le Mali était un pays, un état de droit, il y aurait autant de personnes poursuivables chaque jour sur les réseaux sociaux. Bien sûr, dans tout ce qu'ils disent. Voilà, parce qu'il y a des affirmations, là où il doit y avoir des réserves, là où il doit y avoir de conditionnel. Il n'y a pas du tout de conditionnel au Mali. Les gens affirment des choses. Ils affirment, ils font des photomontages, des vidéomontages, des sonomontages. Voilà. Et puis, voilà. Et les personnalités politiques au plus haut niveau. Non, moi je ne pense pas que toutes les personnalités politiques, il n'y a que des montages sur eux. Parce qu'il y a des vidéos que je vois. On a l'impression que ce sont ces hommes-là même qui favorisent ça. Ils se filment en situation et puis quand le téléphone tombe dans des mauvaises mains, ça se trouve sur les réseaux. Là, on ne peut pas. Ce que je voulais dire, c'est que les hommes politiques se servent de la notoriété montante de ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, de ces jeunes Maliens. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président Ibrahim Boubacar Keïta traîne carrément avec des activistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des vidéos mensongères, qui ont fait des... À cette période au Mali, les hommes politiques ont juste besoin des gens qui ont de la notoriété et pas des gens qui ont su travailler comme dans le temps, quand j'ai observé de loin Marat, qui avait décidé que dans sa mairie, il n'y aura pas de corruption. L'acte de naissance, on retirait pour 150 francs. Quand on vous demande plus ou qu'on vous dise même de revenir, il ne faut pas. Le Malien se moque aujourd'hui de quelqu'un qui travaille dans le respect des règles juridiques et administratives dans son pays. Marat sera content de ce que tu es en train de dire. Non, ça je l'ai vécu, c'est-à-dire, c'est un constat que j'ai fait, c'est pas que je lui mets la pommade. En même temps, il n'est pas candidat. En même temps, voilà, c'est lui qui a été à Kidal dans des conditions... J'ai vu aussi un homme politique qui prenait sa voiture pour aller se battre un peu partout dans le Mali pour les Maliens, peu importe. Il ne leur demande pas s'ils sont dans son parti, c'était Omar Mariko. J'en ai eu des preuves. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se faire élire par les Maliens. C'est quelqu'un qui est très sulfureux. Il a une base claire, c'est Koutiala. Quand il a besoin à chaque fois pour faire du bien ou du mal, enfin, mal, je ne sais pas, quand il a envie de s'exprimer. Hein. En tout cas, il fait appel à ses followers. Ils sont là. Ils ont toujours été autour de lui. Bon, mais Omar Mariko a une personnalité où on ne peut pas le catégoriser. Est-ce qu'il est anarchiste? Est-ce qu'il est socialiste? Est-ce qu'il est libéral? En tout cas, il est incontrôlable. Voilà, c'est quelqu'un d'imprévisible, mais ce qui est clair, ce qu'on a toujours noté de constant, c'est son côté proche du peuple. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Je ne sais pas si tu as suivi Mohamed Ali Bakili, l'un des candidats qui s'était attaqué à Cheikh Modibo Diarra en des termes qui sont généralement propres aux activistes maliens. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire, où il avait dit que Cheikh Modibo Diarra n'avait passé que 7 minutes à la NASA et que ce n'était pas assez suffisant pour diriger le Mali. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, en tout cas, les 7 minutes entre griffes que Mohamed Ali Bakili attribué à Cheikh Modibo Diarra ont été des 7 minutes qui ont tourné à travers le monde, sur la planète entière. Parce que si 7 minutes font que vous avez un compatriote, il y a la visibilité, parce que nous, à l'époque, c'était en 96. Alors, donc, c'est-à-dire, quand poser la main sur une machine qui va déclencher une activité, avant d'arriver ça, il y a tout un travail. C'est des années de travail que Mohamed Bakili n'a pas dû voir. Il a vu que la main qui a déclenché la machine, le robot qui est parti sur la planète Mars, et non, c'est une mauvaise foi. C'est de mauvaise foi. Je rappelle que le lendemain, quand Pathfinder a été mis sur Mars, le lendemain,
Cheikh Modibo avait atteint, c'est-à-dire que le mot de recherche Cheikh Modibo Diarra avait atteint 100 millions de fois. C'était, à l'époque, hein, c'était le summum. Bah, Et voilà. donc, pour dire que S'il était sur Facebook aujourd'hui, la campagne avait pris un tournant. Moi, je pensais que ça allait continuer, ce débat de caniveau, etc., parce que c'était du dénigrement. C'était pas sérieux, c'est de mauvaise foi, et déjà n'arrive pas à la NASA qui veut. Il faut déjà avoir un background assez considérable, et que le travail pour déclencher cette machine qui est partie sur Mars s'est fait sur plusieurs années. Donc, Et le dernier déplacement du candidat Ibrahim Boubacar Keïta à Kidal. Ah bon, comme c'était, je pense pas que, bon, je crois que beaucoup de Maliens ont compris que c'était pas un déplacement patriotique. Parce qu'en 5 ans, avant les 5 ans, il y avait, avant au départ, moi je me rappelle pendant la campagne, les pré-campagnes de 2012, quand je l'ai interviewé, il disait qu'il avait maté la rébellion des années 90-2000, qu'il aurait pu ça, sauf que je crois qu'il n'avait pas pu mesurer le caractère martial de cette rébellion-ci. Et il est arrivé, on a entendu des mots très durs qu'il avait, il n'était pas question pour lui de négocier avec les terroristes, parmi lesquels il y avait ses compatriotes, ses propres compatriotes, et qu'au final, on a vu qu'il y a eu un processus où les accords d'Alger sont passés par là, et que maintenant tout le monde... Koulouba, voilà, l'eau minérale à Sévéninkoro. Et même qu'il y a une dame, une députée, une femme qui est venue à l'Assemblée avec un drapeau avec le drapeau de l'Azawad à l'Assemblée. De l'Azawad à l'Assemblée, que ça a été accepté, que voilà... Nina Wallet qui a été faite ministre. Voilà, et que Oumou Traoré, qui était la ministre en question, n'a pas été démis de ses fonctions. Donc, ça fait que dans la compréhension, c'est-à-dire même si c'est juridiquement fondé, politiquement faisable, socialement, il y a eu comme un déni de parole que le Malien n'accepte pas. Kakuma, Katlaka Dorefo, Malien te soit maba, faut qu'on oriente. Donc c'est perçu comme tel. Mais Ibeka, je crois que aurait dû, il y a 1 an et demi par exemple, s'il avait été à Kidal. Même il y a 1 an, tout près. Même il y a 1 an, s'il avait été à Kidal, ça allait être un acte politique, patriotique plus fort que lorsqu'il a eu besoin. Mais je pense que les gens de Kidal nous écoutent. Des problèmes électoraux, et où il n'est même pas sûr d'avoir 3% d'électeurs là-bas, parce que c'est des zones qui 60% du territoire occupé par tout le Nord, et où il n'y a que 2%. L'élection ne les intéresse pas là-bas, ça ne changera rien pour eux. Ça ne changera rien que l'élection s'y passe. D'ailleurs, on a vu plusieurs années où il y a eu des élections qui n'ont pas pu se tenir dans le nord du Mali sans que ça n'affecte le caractère des élections ou le fichier. Et là, il est parti chez toi au Congo, accueilli par le chef de l'État. Ah ouais. Ça, non, avant d'arriver au Congo, il faut d'abord dire qu'il était au Gabon. C'est un peu chez lui au Gabon. Hein. C'est chez lui parce que c'est chez la belle famille de son deuxième fils. Donc, il arrive au Congo. C'était, alors là, en pleine campagne électorale. Moi, ce que j'ai vu comme monde, c'est-à-dire, il n'y a pas autant de Maliens à Brazza pour faire ce monde qui est sorti accueillir Ibeka. J'imagine qu'on a dû prendre et les Mauritaniens, et les Saoudiens, et les Iraniens qui n'existent même pas au Congo, c'est-à-dire tout le monde, pour le brandir là. Donc, mais qui aurait intérêt à faire ça là-bas? Ah oui, Sassou, déjà, la plupart des Maliens qui sont là-bas ont la nationalité congolaise. C'est une manne électorale pour lui, mais pas possible. Il y a ce fait-là. Il y a le fait que j'étais à Brazza en 2013, quand Ibeka, Soumaïla Cissé sont arrivés au Congo. Chacun d'eux a été reçu par Sassou, de manière équitable et tout ça. Mais là, on a vu Soumaïla à Brazza avant Ibeka. Certains, j'ai lu sur les réseaux sociaux et même certains activistes ou politiques dire que Soumaïla Cissé a été humilié au Congo. Non, moi c'est une agression de Soumaïla Cissé que j'ai vue. Je n'ai pas vu d'humiliation. C'était dû à quoi? Et pourquoi au Congo? Et ce qui est bizarre, c'est fait par une très jeune personne qui a dit un propos que Soumaïla n'a pas calculé, un deuxième propos
Et ça énervait. On a vu le septagénaire pousser ce jeune-là. Ce qui, culturellement, socialement, est inimaginable dans nos sociétés africaines. Ce serait quelqu'un de son âge, quelqu'un de l'âge de son petit-fils qui l'a agressé de cette manière et qu'on ne note pas l'agression, on note que Soumaïla a été humilié. C'est ce que je ne comprends pas. Et pourquoi ça a eu lieu? Est-ce qu'il y a eu une machination derrière pour qu'on ait ces images de Soumaïla et, à contrario, d'autres images beaucoup plus positives? Qu'est-ce que tu veux nous dire concrètement, Sadio? Est-ce que Sassou Nguesso aurait organisé une réception de rockstar à Ibeka? Attends, quelqu'un qui vient en et campagne mis les bâtons dans les roues de Soumaïla Cissé. C'est ce que ça semble, en tout cas, à voir dans les apparences, ça semble... C'est inconstant, hein? Parce qu'il arrive en campagne. Voilà un président qui l'accueille avec limousine à l'aéroport, toit ouvrant, tapis rouge déroulé, alors qu'il vient voir sa communauté. Attends, ça ne se comprend pas. Et que celui-là, accompagné d'un griot, d'une griotte, ce n'était pas une visite d'État, ça fait un caractère de visite d'État. Pourquoi Sassou s'est mêlé à la campagne électorale malienne en choisissant plus précisément la personne de Ibeka alors que tous les candidats... Question de génération peut-être. Question de génération, bon. Oui, mais c'est la même génération que Soumaïla aussi, qu'il a reçu en 2013. Non, mais question de caste, parce que si un président s'amuse à regarder un président qui fait à peu près la même chose que lui partir, peut-être ça peut donner des idées aux Congolais. Oui, mais je crois que déjà le Mali et le Congo, c'est très loin. En même temps, c'est très proche parce que vu les réseaux sociaux aujourd'hui font que les murs sont tombés. La transhumance même des Maliens qui vont, qui ont des enfants, qui partent, qui reviennent. Et les Maliens écoutent beaucoup les musiques congolaises. En plus, et puis il y a des Maliens de plus de 70 ans dans des villages. Il y a des Congolais de plus de 70 ans, pardon, dans des villages maliens. J'en ai rencontré, qui sont rentrés, des femmes qui sont rentrées depuis les années 50, alors qu'ils sont moitié, leur mère est congolaise et leur père est malien, qui sont rentrés, mais qui n'ont pas oublié les langues. Je les voyais souvent quand Sassou vient à Bamako, comment ils viennent parler en lingala à Sassou dans son hôtel. Sadio, à ton avis, ces élections, le 29 juillet, le top 3 pour toi, c'est quoi? Le top 3 J'aime pas me prononcer. Mais je crois que l'opposition est partie en rang tellement dispersé qu'ils ont fait le lit de Ibeka. Et donc, toi, pour qui, c'est qui les 3 premiers? Il y a Ibeka déjà en tête. Ensuite? Ensuite, il pourrait y avoir des surprises, hein? Parce que Choguel Maïga, qui avec son livre a expliqué tellement de choses, oui, est-ce qu'il a pu se constituer? Tu me parles du livre au Mali. Oui, un livre qu'il faut acheter déjà et ensuite le lire. Donc, je t'arrête tout de suite. Donc, à environ 20 000 francs, oui, c'est vrai que c'est difficile. Mais il a tellement expliqué, je crois qu'il s'est bien exprimé en Bambara, il a bien expliqué et que c'est une figure très connue de l'espace politique malien depuis qu'il a pris position à son âge, très jeune à cette époque-là, pour Moussa Traoré, dont il défendait les idées. On sait que Moussa Traoré a toujours des partisans, hein, quoi que l'on dise. Et il y a lui et quelques personnes qui peuvent créer la surprise. Je veux des noms, Sadio. Le top 3, tu m'as dit Ibeka ensuite. Bon, il y a Ibeka, et je pense que Soumaïla, oui, aussi. Ibeka, Soumaïla. Et puis, non, là, je ne dis pas qui est le premier, qui est le deuxième. Moi, je ne veux pas dans l'ordre. Moi, je veux le top 3 dans le désordre. Voilà, et voilà, il y a Cheikh Modibo Diarra, ça, ces trois-là, de ces 3 individus, il y a un qui sera chef de l'État du Mali, donc, à mon avis. Donc, le top 3 de Sadio, Cheikh Modibo Diarra, Ibeka, Soumaïla. Tu vois, je fais exprès de dire dans le désordre. Donc, c'est ça le top 3 de Sadio Morel Kanté. On verra hein, après le premier tour, le deuxième tour, si ça va se passer dans cet ordre-là. En tout cas, merci Sadio d'être venu à mon invitation. Ça m'a fait énormément plaisir de venir parler du Mali. Et je te souhaite beaucoup de courage dans ce que tu fais. Sadio est une dame qui se bat beaucoup, qui croit en ce qu'elle fait, qui croit au journalisme. Et ça se voit en tout cas dans ce qu'elle fait. C'est pas pour rien que Sassou Nguesso l'a expulsé du Congo. Je voulais juste placer ça parce que c'est... Voilà. Ça fait partie de ma vie désormais. Voilà, ça fait partie de ta vie. En tout cas, merci à tous les spectateurs, à tous les abonnés de RP Média. C'est l'occasion de te dire merci et que ça fait une collaboration sur le temps
dans une fidélité extraordinaire, parce que je me rappelle, mes premiers micros avec toi, c'était en 2015, je venais d'arriver. C'était à Ivry. Voilà, à Ivry, et puis on n'a pas arrêté de s'appeler, de se taquiner, parce que quelque part, tu es aussi mon bourranquais. Hein, C'est vrai. J'ai toujours vu en toi un Africain, hein, dans le melting pot, dans ce qui est vraiment la nouvelle Afrique. Voilà. Donc, ça fait cette africanité et cette négritude prônée par Aimé Césaire, par Senghor, qui est vivant en toi. Et ça se voit dans ton dynamisme et dans ton engagement pour les causes africaines, parce qu'on se voit. Et tout dernièrement, on a collaboré pour faire des interviews de certains opposants. Sadio qui parle du bien de moi, je crois que je vais pleurer après l'émission. En tout cas, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.